Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio dog-friendly de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Océane, une digital nomade qui voyage avec son conjoint et ses 2 chiens. Elle nous explique dans cet épisode comment ils ont décidé de changer de vie pour devenir digital nomade. Elle nous partage ses aventures pendant une année passée à parcourir la France en Airbnb. Cet épisode est truffé de bons plans et de belles découvertes pour emmener ces 2 chiens partout. J'espère que ça te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Hello Océane, bienvenue sur le podcast Tweep. Hello, comment ça va? Ça va super et toi? Bah écoute, super. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour parler de plein de sujets super intéressants. Mais avant de commencer tout ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter? Alors je vais me présenter, puis je vais aussi présenter ceux avec qui je voyage. Donc il y a Tristan, qui est mon compagnon depuis plus de 10 ans, ainsi que Murphy et Pixel, qui sont nos 2 acolytes et qui nous suivent absolument partout. Donc moi c'est Océane, j'ai 26 ans, je suis rédactrice web et community manager en tant que freelance. Et j'ai 2 passions dans la vie, donc les chiens, en particulier les miens, faut se le dire, et les voyages. Tristan, lui aussi, est freelance, mais en tant que développeur web, il a 33 ans et lui aussi est très passionné par les voyages, les chiens, la photographie, hein, faut le dire, parce que sur notre compte, c'est vraiment lui qui s'occupe de toute la partie photo, retouche, et moi, je m'occupe plutôt de la partie communication, rédaction des textes, tout ça. Et ensuite, bien sûr, Murphy. Alors lui, c'était en 2016. On l'a adopté à la SPA et en fait, quand on l'a vu, on a littéralement craqué. Il avait une toute petite tête et des oreilles immenses. Enfin, c'était disproportionné, donc c'était impossible de pas craquer. Donc, il a 7 ans aujourd'hui, puis c'est un croisé Pinscher nain. Et il y a 3 ans, on a décidé d'agrandir notre famille en adoptant Pixel, qui est une border collie. Donc elle, j'ai adopté dans un but bien particulier. Je voulais faire du sport canin avec elle. Et c'est un régal. Et du coup, vous voyagez tous les 4 à temps plein depuis 1 an, c'est ça? Depuis décembre, hein, un peu moins d'un mois. Ça fait 8 mois. Et tu veux nous en dire un peu plus du coup sur ce voyage? Ça fait quelques années qu'on était installé dans le sud de la France. Et en fait, on n'en pouvait plus la routine, tout, de voir les mêmes personnes, de voir les mêmes paysages et tout. Enfin, le sud de la France, en plus, c'est un paysage qui est joli, hein, t'as la mer et tout, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir ailleurs en France. Donc, du coup, on a décidé de casser cette routine et de partir à l'aventure en quittant absolument tout. Donc, on a lâché nos meubles, lâché notre maison, lâché notre vie, en fait, en quelque sorte, pour pouvoir découvrir la France, qui est un pays quand même vachement riche. T'as vraiment de tout. On veut souvent partir à l'autre bout du monde, alors qu'en fait, rien qu'en France, on peut être totalement dépaysé à ne serait-ce qu'à quelques heures Je de te route. rejoins complètement C'est assez là-dessus. impressionnant. C'est un pays hyper varié, quoi. Que tu ailles au nord, à l'est, à l'ouest ou même au sud, tu as l'impression de changer de pays quasiment à chaque fois. Complètement, et que ce soit en termes de paysage, de culture, de gastronomie, enfin, d'une région à l'autre, effectivement, tu peux te sentir à l'autre bout du monde, quoi. C'est ça, c'est ça. Puis ouais, les gens, il y a certaines régions, ils sont un peu plus froids, il y en a d'autres où ils sont hyper extravertis. Enfin, c'est vraiment une expérience humaine, en fait. Et maintenant, avec ce voyage, donc comme tu me l'avais expliqué quand on s'est eu au téléphone avant, vous êtes en voiture en fait et vous passez de Airbnb en Airbnb en fonction de la région que vous avez envie de visiter, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, on réserve, alors, suivant la période, là, par exemple, pour septembre, on a réservé notre Airbnb au mois de mai, parce que septembre, c'est un mois qui est vraiment très, très demandé. Et après, par exemple, pour les mois où c'est un peu la hors saison, on peut réserver un mois à l'avance s'il y a de la place. Parce que notre contrainte, on va dire, c'est qu'on réserve pour un mois entier. Donc, s'il y a une personne qui réserve une nuit, eh ben, on est complètement bloqué parce que bah, ça nous enlève du site Airbnb. On n'a plus accès à cette maison alors qu'il y a une nuit de réserver. Oui, du coup, si tu flashes sur un logement en particulier, t'as intérêt de t'y prendre un petit peu en avance. C'est ça. Bah, c'est ce qu'on fait. On essaye. Alors, un mois, ça nous est arrivé, quand ça nous est arrivé? Au mois de février, on a réservé en janvier parce que c'est les vacances scolaires et que c'est une cata pour réserver. Et du coup, on a cherché, on n'a rien trouvé et on est tombé sur un logement qui nous a tapé dans l'œil. Donc, du coup, on a vite réservé, mais en catastrophe au dernier moment, presque, on s'est dit, bon, bah,
Ça fait 2 mois qu'on est parti, déjà on trouve pas comment ça va être la suite. Puis finalement, bah, ça s'est super bien enchaîné parce qu'on a pris le move en fait. Tu n'as pas dit, mais vous voyagez principalement en France. Et est-ce que quand vous voyagez, vous avez prévu votre itinéraire pendant un temps donné en se disant on va passer par telle et telle région, ou c'est vraiment au feeling, ok, on a passé un mois à la mer, viens on part un petit peu à la montagne pour changer. Bah, c'est exactement ça en fait. On fait au feeling et aussi et surtout par rapport aux disponibilités Airbnb. Après, on a quand même des régions qu'on a très envie de faire. Par exemple, au mois d'avril, on était dans les Pyrénées ariégeoises. Et les Pyrénées, on s'est dit, il faut qu'on se le fasse. C'était obligatoire. Après, c'est la saison toute l'année. Donc du coup, c'est hyper compliqué. Et quand on a vu une maison qui s'est libérée, alors je pense que c'est quelqu'un qui avait réservé un week-end et qui finalement a annulé. Donc la maison, elle s'est libérée, je te dis, hein, le lundi à 23 heures, on a réservé. Mais voilà, c'est des fois on a des endroits comme ça qu'on veut vraiment faire, mais on attend d'avoir une bonne affaire en fait pour y aller. Taper 2 heures de route à chaque fois pour faire une rando, c'est pas agréable. Ouais, ça vaut pas trop le coup. Donc si je comprends bien, vous choisissez une destination qui vous plaît, vous essayez de trouver un Airbnb qui vous plaise aussi, bien localisé en fonction des randos que vous avez envie de faire. Et s'il est dispo, hop, vous y allez. Voilà, c'est ça. Alors d'abord, on leur écrit quand même parce qu'on n'arrive pas seul. Même il faut savoir que les Airbnb, même s'ils marquent animaux acceptés, nous on demande toujours s'ils sont d'accord parce que les petits chiens sont acceptés la plupart du temps. Il n'y a pas de souci. On dit le chien il fait 6 kilos, aucun problème. Par contre, quand on dit on a un chien de 15 kilos, là les gens ils sont un peu plus réticents. Et pourtant, 15 kilos, c'est pas encore un grand chien. Non, 15 kilos, c'est pas un grand chien du tout. Surtout que franchement, je préfère avoir un chien de 15 kilos comme Pixel qu'avoir un chien de 6 kilos comme Murphy, tu vois. Ne pas se fier aux apparences. Ah non, du tout. Quand ils nous acceptent et qu'on les rencontre, on en discute avec eux parce que quand on reste un mois et que les propriétaires sont sur place, on échange avec eux. La plupart du temps, c'est hyper convivial. On fait un apéro ensemble et tout, donc c'est sympa. Et justement, on en vient aux chiens. Et il y en a beaucoup qui disent oui, mais les chiens de plus de X kilos, on n'est pas très confiant parce qu'ils abîment plus et tout. Et là, du coup, nous, on fait un peu porte-parole pour les chiens de plus de 20 kilos la plupart du temps. On leur dit, mais vous savez, nous, pour notre expérience personnelle, notre petit chien, donc Murphy, qui fait 6 kilos, on le laisse seul dans un appartement, il détruit tout. Alors que Pixel, qui fait 15 kilos, eh ben, elle est beaucoup plus calme, elle est posée, elle se couche, elle dort. Donc, il faut vraiment pas se fier au poids, il faut plutôt se fier au niveau d'éducation, au feeling qu'on a avec les gens. Le poids, en fait, c'est vraiment un indicateur qu'il faut pas prendre en compte parce que ça veut rien dire. Murphy, lorsqu'il est seul, il a tendance à faire des dégâts. Et même s'il est avec Pixel. Alors, en fait, on prend pas le risque quand c'est chez nous, dans notre vrai chez nous, on va dire, on les laissait tous les deux. Parce que quand il y a Pixel, il est plutôt, il se couche, il a pas trop de problèmes à ce point-là. Par contre, si jamais on prend Pixel et que Murphy, on le laisse tout seul, c'est sûr que l'appartement, je sais pas dans quel état on va le retrouver. Parce qu'il fait de l'anxiété de séparation. On travaille dessus, beaucoup. C'est toujours, même malgré le fait qu'on voyage, en fait, on essaye quand même de travailler sur ça. Mais vu qu'on veut pas prendre le risque de détruire, parce que bah c'est pas chez nous, puis il y a une caution vis-à-vis des autres personnes qui viendraient avec un chien, je trouve que ce serait un manque de respect de le laisser détruire ou faire des nuisances sonores. Donc du coup, on essaye de lui le prendre tout le temps. Et tu mets le doigt sur un truc ultra important, je trouve, parce que justement, on est beaucoup à se plaindre qu'il n'y a pas assez de lieux accessibles aux chiens, que les chiens sont pas suffisamment acceptés, etc. Mais généralement, enfin, si un propriétaire a une mauvaise expérience avec un chien qui a saccagé sa maison, je comprends qu'il n'ait pas envie derrière d'accepter de nouveau les chiens. Alors que si, voilà, on fait tous attention à ça, si tu sais que ton chien est destructeur, hurleur, etc., bah tu fais en sorte qu'il fasse pas ça chez les autres. En tout cas, chez toi, ça te regarde et tu fais ce que tu veux, ou en tout cas comme tu peux. Mais si t'as un chien comme ça, oui, le laisse jamais tout seul dans un logement qui est pas le tien, quoi. C'est ça, c'est ça. Sans parler de l'aspect financier, comme tu dis, il y a aussi l'aspect respectueux, en fait. C'est une question de respect pour les propriétaires, pour les futurs locataires qui viendront avec un chien. Nous, notre but, quand on a créé notre compte Instagram, c'était justement de partager que voyager avec son chien, c'est possible. Mais bien sûr, il faut faire quelques concessions. On n'est pas chez soi. Oui, et de toute façon, avec ou sans chien, le respect des lieux dans lesquels on est, enfin, comme ramasser les déjections de son chien, comme tu laisses pas tes déchets après ton pique-nique sur le bord du sentier de randonnée, par exemple. Enfin,
ça marche dans les deux sens. Mais je trouve qu'on fait plus souvent le point pour le chien que pour l'humain. On en parlera après de comment on choisit son Airbnb, quelles petites astuces on peut utiliser. Mais avant ça, je voulais revenir sur un petit passage du coup de vos vies, de quand vous avez choisi de vivre en tant que digital nomade avec vos chiens. Comme tu m'en as parlé avant, vous aviez aménagé un van. À la base, c'était ça le projet, d'aménager un van, de partir avec vos deux chiens et d'être digital nomade. Au final, pour plusieurs raisons, ça a changé et maintenant c'est Airbnb. Sachant que la van life est quand même très à la mode, faut le dire. Pourquoi, pour vous, c'était pas un mode de voyage adapté? Oui, alors du coup, pour reprendre, donc en 2019, on a fait donc l'acquisition du van et on a baroudé un petit peu, mais pas trop loin. Je crois que le plus loin qu'on ait fait, c'est 3-4 heures de route, mais on partait quand même assez régulièrement, les week-ends, parfois en semaine, parfois une semaine complète. Mais on n'avait pas pris en compte l'indicatif de la météo. Donc toutes ces fois où on est parti, il faisait quand même beau, même s'il faisait froid, chaud, bref, il faisait soleil ou nuageux, il pleuvait pas. Donc jusque-là, franchement, c'est calé, quoi. Même notre van qui était quand même petit, donc je crois, il faisait 2,50 m de long, quelque chose comme ça. Donc il y avait un lit. C'était quoi comme modèle de van? C'était le Renault Trafic H1L2. Ok. Et donc on avait un lit qui n'était pas fixe, qui se transformait en banquette, une mini cuisine donc avec un évier et puis une plaque à gaz portative et une table. Donc c'était petit. Après pour tout ce qui était douche, toilette et tout, fallait aller dehors. Donc quand il fait beau, même s'il fait froid, tu te couvres, tu sors, ça va. Et un jour on est parti un peu plus loin et il s'est mis à pleuvoir des cordes, mais vraiment des cordes. Donc, bah, quand t'es seul, ça va. Tu restes dans ta van, tu regardes Netflix, tu chill, quoi. Mais quand t'as deux chiens, bah, il faut les sortir, au moins pour les besoins. Donc, on les a sortis et on s'est rendu compte que déjà, alors, l'odeur du chien mouillé, merci. Dans le petit espace confiné, c'était pas agréable du tout. Ensuite, nos meubles étaient en bois, donc Murphy n'a pas de poils, donc du coup, quand il se secoue, ça fait pas trop de dégâts. Mais par contre, Pixel, quand elle se secoue, elle te refait toute la peinture. Donc, ça a fait beaucoup d'inconvénients. Et en fait, on s'est dit, on va pas pouvoir vivre comme ça. On peut partir un week-end, une semaine maximum, mais vivre à l'année dans ces conditions-là, étant donné qu'on n'est pas décisionnaire sur la météo, ça va pas être possible. Il nous faut trouver autre chose pour continuer à voyager sans avoir la contrainte. Du coup, on s'est dit, on va revendre notre van. En plus, c'était en pleine explosion au niveau des prix et tout. On s'est dit, on va super bien le vendre et on va racheter un grand qu'on va aménager. Sauf qu'on n'avait pas pris en compte que le prix de notre van, oui, il avait augmenté, mais le prix de tous les camions vides avait augmenté aussi. Donc ça, c'est le petit effet confinement, tu vois, ça, ça a fait boomper tous les prix. Donc on s'est renseigné auprès des banques, on s'est dit, bah, on va emprunter, on a tous les deux on travaille, on a un salaire et tout. Et on a reçu, je crois qu'on a fait 4 ou 5 banques, et les 4 ou 5 banques, elles nous ont refusé sous prétexte qu'on avait un statut d'auto-entrepreneur. Parce que auto-entrepreneur, bah, c'est pas un salaire fixe et ils aiment pas. Les salaires, ça fait un mois bien, un mois moins bien, un mois bien, 2 mois bien, 3 mois, voilà. C'est jamais très fixe et ils ont absolument pas confiance. Donc, on n'a pas pu emprunter. Du coup, on s'est dit, comment on va faire? Parce que on n'avait pas les moyens d'investir nous-mêmes sans emprunter. Et c'est Tristan qui a eu l'idée, qui a dit, bah écoute, viens, on lâche tout et on part en Airbnb, on continue nos auto-entreprises et on part visiter la France en Airbnb avec les chiens. Voilà l'histoire. Ok, donc c'était pas seulement un problème de van qui a fait que vous avez changé de mode de voyage. Enfin, peut-être que si le van avait été plus adapté à une vie à quatre, vous auriez continué de voyager de cette manière. Oui, honnêtement, je pense que Sylvan avait été suffisamment grand pour accueillir ne serait-ce que une petite douche, un toilette, qui ait de l'espace en fait pour bouger. Parce que là, tu rentrais, t'étais sur le lit. Hmm. Donc, s'il y avait de l'espace pour bouger et tout, on aurait continué ce mode de vie et on aurait vraiment été dans la van life à 100%. C'est vraiment le mode de vie qui nous correspond, mais par souci de moyens financiers, on n'a pas pu, on peut pas se le permettre.
aujourd'hui. Après, ça reste quand même un projet. D'accord, bah c'est super intéressant ce que tu dis là, parce qu'au final, enfin, je pense pour ce genre de projet, c'est important de se poser toutes ces questions en amont, et c'est vrai que des fois, on a tendance à pas se les poser, ou en tout cas, à pas s'imaginer tous ces points-là. Enfin, nous, on a aussi aménagé un van pendant, enfin, juste avant le confinement. Pour le moment, on n'a jamais voyagé avec, mais ce que tu dis là, je me suis jamais posé la question de si Floki se secoue, s'il pleut, comment on va faire. Enfin, on a bien pris en compte le fait qu'il était là, tu vois, il a déjà sa place, son petit panier et tout, il est quand même suffisamment grand. Mais il y a des petits points comme ça, tant que tu le vis pas, c'est dur de se projeter dessus. C'est exactement ça. Il faut le vivre, en fait. C'est pas. Nous, on avait vu la van life un peu comme on voit un peu sur Instagram, tu sais, où c'est toujours super cool et tout. Alors franchement, il y a plein de bons moments. Une fois que tu as pris le move, c'est vraiment super. Ah, je dirais pas jusqu'à dire comme tu vois sur Instagram, parce que forcément, sur les réseaux sociaux, tu montres toujours le meilleur. Mais il disait que c'est vraiment une vie cool, que tu te prends pas la tête, et puis t'as plein de bons moments. De te lever devant un lever du soleil, c'est totalement possible. Enfin, mais il y a aussi des moments qui sont moins fun, des moments où il pleut, les moments où il fait très très froid et que ton van il est bien isolé, mais que quand même tu sens qu'il y a des petits courants d'air qui passent. C'est une vie totalement différente. Au final, même si ouais, ça a l'air trop trop chouette, c'est pas celle que vous avez choisie pour le moment. Est-ce que tu veux nous parler de ces 8 mois passés justement à voyager à temps plein en France avec tes deux loulous? Ah bah carrément, écoute. Donc on a commencé en décembre on ne s'est pas trop éloigné parce que décembre, vu que c'est les fêtes de fin d'année et tout, on s'est dit on va rester proche de la famille. Donc on est parti dans le nord de l'Hérault, qui était quand même à 1 heure et quart de là où on a vécu pendant 10 ans. Et on n'était jamais allé. Ça craint. Ben, souvent, hein, quand tu habites dans une région en particulier, c'est pas toi qui la visites le mieux, quoi. C'est vrai. Donc du coup, pour être honnête, mis à part la mer et la garrigue à côté de chez nous, on n'était pas vraiment allé plus loin dans l'Hérault en tout cas. Donc on s'est dit, vas-y, on va aller visiter là-haut parce que ça a l'air super sympa. Donc on a commencé par là. Ensuite, on est parti dans les Hautes-Alpes. Alors ça a été gros gros coup de cœur. On connaissait pas du tout ce département. On avait déjà fait la Haute-Savoie, la Savoie et tout, mais jamais les Hautes-Alpes. C'est un département qui est magnifique et à faire. Ensuite, en février, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est parti dans le Puy-de-Dôme. Donc là, ça a été méga déception pour Tristan qui adore le soleil. Alors dans les Hautes-Alpes, le soleil, il est à 100%, mais dans le Puy-de-Dôme, c'est plutôt le brouillard, la pluie, c'est l'activité volcanique, quoi. Donc moi j'ai adoré parce que moi j'adore tout de toute façon. C'est mystérieux en fait quand tu vas dans le Puy-de-Dôme, que tu vois les nuages avec des petits rayons du soleil et tout qui traversent. Je pense que c'est mon petit coup de cœur personnel différent de ce qu'on peut s'attendre. Ensuite, on est parti visiter les monts du Lyonnais. Donc ça aussi, grosse découverte. Alors si tu aimes manger, il faut vraiment aller dans les monts du Lyonnais. C'est la campagne lyonnaise, c'est à la frontière entre la Loire et le Rhône. Ok. Donc t'as Lyon, c'est la grosse ville et tout, et après c'est que du vert, des champs et des vaches pour résumer. Donc du coup, tu manges hyper bien. Les gens sont d'une gentillesse, mais même les paysans qui ont pas forcément une bonne réputation par endroit, bah là, ils sont vraiment super sympas. Genre ah ben venez, vous allez goûter ça. Vous avez déjà vu ça? Allez venez. Alors peut-être qu'on faisait un petit peu citadin, donc c'est pour ça qu'ils nous ont dit allez venez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une vache. Ça a été vraiment un coup de cœur gastronomique. Je crois qu'on a beaucoup trop mangé. Les chiens aussi, C'est d'ailleurs. quoi les spécialités là-bas? Alors, le fromage. Ah là là, le fromage. Une folie. Fromage de vache, particulièrement. Ok. Donc, il y avait des petits bouchons, la tome. Quand tu vas manger au restaurant, ils te servent des plats de fromage. Donc, du coup, tu manges de tout. Tu sais même pas ce que tu manges, mais tu le manges. Ensuite, il y a... Alors, si t'aimes le sucré, tu as la praline. La praline, c'est une spécialité. Alors là, ça, je m'en suis gavée. J'ai même mangé une glace à la praline. C'est hyper sucré, mais qu'est-ce que c'est bon! Ensuite, t'as le saucisson lyonnais. Donc ça, c'est un saucisson cuit
dans de la brioche. Alors moi, j'en mange pas parce que je suis végétarienne, mais Tristan, il s'est éclaté le ventre. Et après, bon, il y a plein d'autres spécialités, mais on va dire que c'est celles qui sont le plus connues, celles qu'on nous a. Mais tu vois, ça revient sur ce qu'on disait au début, enfin, à quel point les régions de France sont vraiment riches, que ce soit voilà, au niveau des paysages, de la culture, de la gastronomie, etc. Et taille de Paris en Normandie, tu peux déjà complètement voyager, quoi. Exactement. Et du coup, après Lyon, On a traversé la France parce qu'on a enfin trouvé notre logement dans les Pyrénées. Donc du coup, on a fait Lyon-Pyrénées, hein, ça fait 6 heures de route quand même, mais on est allé dans les Pyrénées ariégeoises à côté de Foix. Foix, on était peut-être un petit peu haut pour tout ce qui est les belles randos avec les lacs d'altitude et tout. Il faudrait descendre ouais, un peu plus bas. J'aurais pas de nom de ville à donner, mais un petit peu plus bas que Foix quand même. Et là, ça a été une super découverte aussi parce que vu qu'on s'était au mois d'avril, la neige avait quand même pas mal fondu, donc on a pu accéder à nos premiers lacs d'altitude du coup. Enfin, c'est des étangs là-bas, c'est des étangs d'altitude. Et au niveau rando, alors là, on s'est régalé. Mais au niveau météo, tu vois, comme je disais, avec un van, ça aurait pas été possible parce que sur 30 jours, on a eu peut-être 20 jours de pluie. Et puis ensuite, en mai, on est parti dans le Nord Ardèche, à côté, enfin le Nord, le centre Ardèche, au Cheylard exactement. Ça a été un nouveau coup de cœur mutuel cette fois-ci, parce qu'on connaissait très bien l'Ardèche du Sud, et ça ressemble beaucoup au Gard, l'Hérault. C'est les Cévennes. Alors que là, c'était plus montagneux, il y avait des forêts, il y avait de l'ombre, c'était pas sec, c'était vert, mais un vert de fou, quoi, tout ce qu'on aime quand on va à la campagne. Puis les gens sont adorables. Je crois que ça a été presque on s'est dit vas-y, on va rester, c'est fini, on arrête, on reste s'installer en Ardèche, quoi. L'Ardèche, l'Ardèche du centre, vraiment. On a quand même dit allez, on va continuer notre tour quand même. Et on est parti dans le département de l'Ain. Alors, c'est un département que, quand on disait aux gens, on part dans l'Ain. Dans l'Ain, tu pars? Il y a quoi à faire dans l'Ain? Eh ben, en fait, on s'est rendu compte que c'était le département de France qui comptait le plus de cascades. ah ouais, super. Ouais, c'est le département de l'Ain. Alors, parce que c'est entre le Jura, le Rhône et la Haute-Savoie et l'Isère. Donc, c'est quand même super bien placé au niveau géographique. Et c'est l'endroit où il y a le plus de cascades en France. Donc, on s'est dit, trop bien, on va faire plein de cascades. Sauf qu'on n'a pas pris en compte la canicule. Il y avait beaucoup de cascades qui étaient quand même sans eau, donc on s'est quand même pas déplacé pour voir des falaises vides. Mais on en a vu quelques-unes avant que la canicule nous tombe dessus, et c'est vrai que c'était vraiment très très beau. Et pareil, c'est beaucoup de champs, de forêts, des petites routes de campagne. Enfin, c'est vraiment un joli département qu'on n'a pas pu vraiment beaucoup visiter parce que bah, il faisait hyper chaud. Et puis avec les chiens, la chaleur, même si c'est pour faire des trajets en voiture, c'est pas agréable. Par contre, ce qui est bien dans l'Ain, c'est qu'il y a beaucoup plus d'endroits qui autorisent les chiens. D'accord. Par exemple, on a fait une grotte. Comme je disais tout à l'heure, Murphy, on peut pas le laisser seul. Donc du coup, il fallait qu'on trouve un moyen pour le prendre. Et en les appelant, en fait, ils nous ont dit que les chiens étaient acceptés, mais uniquement dans un sac ou au bras. D'accord. Donc, il fait 6 kilos. On s'est dit, allez, on l'embarque. Et Murphy, du coup, est venu visiter la grotte avec nous. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, en fait, que peut-être, pendant les 6 premiers mois de notre voyage, on aurait pu faire plus d'activités autres que la randonnée. Ah, complètement. On disait, les chiens, ils sont pas acceptés. On va faire que des randos, tout ça, où les chiens sont tolérés tout le temps. Et en faisant cette grotte, ça nous a ouvert la possibilité de faire d'autres activités qu'on se privait. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à interagir sur Twip, justement, en mettant absolument tous les lieux qu'on avait recensés qui autorisaient les chiens. Et ce qu'on faisait pas forcément avant, parce que bah, les randonnées, tout ça, bah, tout le monde peut les trouver. Et là, on a mis les restos, on a mis la grotte, les châteaux, on a visité plein de choses. Alors parfois, les châteaux, des fois, ils sont autorisés aux chiens en général, donc on prenait les deux. Mais par contre, quand il y avait que des petits chiens autorisés, on prenait Murphy au bras et ça se passait super bien. Et par la suite de notre aventure, donc on a un nouveau sac pour mettre Murphy dedans. Et là, par contre, on va
On va faire chauffer l'appli. Trop bien, bah on a hâte. Mais c'est vrai que voilà, sur l'application, il y a un onglet aussi, donc culture, par exemple, pour faire des nouvelles activités, tu vois, au-delà des hébergements, des restaurants. Et c'est vrai que j'ai découvert pas mal de grottes qui sont accessibles aux chiens. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on imagine. Des forteresses, des châteaux. Les châteaux, généralement, au moins les jardins sont accessibles. Et c'est vrai que ça peut être très sympa d'au moins pouvoir visiter ça. Et trop trop cool si tu ajoutes tous les tiens, ça va donner plein de nouvelles idées aux personnes qui sont dessus. Ah bah là, en septembre, on garde encore un peu la destination secrète, mais en septembre, elle va chauffer, ouais. Et du coup, après l'Ain, où est-ce que vous êtes parti? Après l'Inde, donc du coup, l'Inde, c'était en juin. Et là, on est arrivé à notre plus gros problème, la saison estivale, donc juillet-août. Ok, Et juillet-août, il faut savoir que déjà, bah, les prix, comme ce soit les Airbnb, les hôtels, les campings, tout, bah, ça double, ça triple, voire plus parfois. Donc, on a cherché malgré tout, on s'est dit, allez, on va aller dans des endroits reculés, que personne ne va l'été. Eh ben, tout le monde part partout. Donc, soit les propriétaires, ils voulaient pas louer au mois, parce que bah, forcément, c'est moins avantageux pour eux. bien sûr. Soit ils louaient un prix à la semaine qui était totalement inabordable quand on veut vivre et pas juste passer une semaine de vacances. Donc, du coup, on a pris la décision de retourner chez la mère de Tristan, dans le sud de la France, là où on a vécu pendant toutes ces années, pour la saison estivale. Et septembre, par contre, on va repartir, mais on a pris cette décision plutôt que de dépenser tout ce qu'on gagnait, en fait, dans des logements qui étaient en plus parfois limite. Bah, c'est vrai que de partir hors saison de manière générale, quand on peut se le permettre, c'est une super option parce que comme tu disais, dans les périodes creuses, bah, les prix ils baissent. Enfin, c'est le jeu de l'offre et la demande forcément. En tout cas, ces destinations donnent très envie d'être visitées avec tout ce que tu nous as dit. Est-ce que justement, tu as vu des différences au niveau de l'accessibilité aux chiens? Tu parlais de l'Ain tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres où c'est plus facile de trouver un hébergement, c'est plus facile de randonner, parce que par exemple certaines randonnées ne sont pas accessibles aux chiens quand on est sur de la réserve naturelle ou des choses comme ça. Donc oui, là, on a trouvé que c'était vraiment une bonne région accessible aux chiens parce que tu peux faire plein de choses, les activités, les randos, t'as vraiment aucun problème. Après, tout ce qui est montagne, donc les Hautes-Alpes, l'Ariège, et suivant où tu vas en Ardèche, il faut faire attention à la saison choisie parce que tu as les alpages qui commencent, on va dire en mai. Cette année, ça a commencé en mai. Et là, tu as des soucis, notamment avec bah, les chiens de protection, les troupeaux. Donc, si tu as un chien comme Murphy qui est un petit peu réactif envers ses congénères, il faut mieux éviter d'y aller après, en fait, de mai à septembre. Vaut mieux éviter la montagne parce que tu vas être bloqué de fou parce que les troupeaux, ils sont partout, mais vraiment partout. Et puis, les chiens de protection, ils sont pas toujours hyper agréables envers les autres chiens. Par contre, si tu vas dans les monts du Lyonnais, dans l'Ain ou dans l'Hérault, dans le nord de l'Hérault, je précise, là, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton chien. Déjà, ils sont hyper bien tolérés. Y a pas, on n'a pas eu de restrictions, même quand on allait au restaurant et tout, limite, t'avais même pas besoin de demander la gamelle d'eau, c'est les personnes qui t'emmenaient directement la gamelle, vraiment hyper Ils adorables, et puis ramènent qui me parlent la de ton gamelle avant chien. même de savoir toi ce que tu veux boire, quoi. Voilà, c'est ça en fait, ils sont limite privilégiés quoi dans certains dans certains Bah c'est ce qu'on restaurants. aime, hein, Mais tant bon, mieux. c'est ce qu'on aime, de sentir que notre animal en fait, il est considéré au même titre que nous, et c'est Mm, ce qu'on mm, mm. cherche. Complètement. Donc c'est hyper agréable. Après, pour tout ce qui est randonnée, donc vu qu'on est quand même parti dans les lieux fréquentés hors saison, on n'a pas eu de problème. On se renseignait quand même, hein, parce que il faut savoir que les réserves naturelles sont pas toutes accessibles aux chiens. Donc il y en a, la plupart elles sont accessibles les chiens en laisse. Et après, par contre, le cœur de la réserve, elle, par contre, elle est totalement interdite. Donc tout ce qui est les animaux de compagnie, la musique, les feux, tout ça, c'est totalement interdit. Mais logiquement, c'est plutôt bien délimité. Et en plus, sur les applications de rando, en général, suivant la map que tu as choisie, tu vois la délimitation par un trait vert la plupart du temps. Donc, dès que tu vois que tu te rapproches de ce trait vert, il va falloir changer d'itinéraire, soit faire demi-tour, soit contourner, parce que là, par contre, les gardes-chasse,
ils sont pas très tolérants et si ça se comprend. Bah bien sûr, enfin, c'est tout le but d'avoir une réserve naturelle, etc. Enfin, c'est de préserver les lieux. Donc si les gardes-chasse laissent tout faire, ça finira comme beaucoup d'endroits malheureusement. C'est ça. Après, dans notre périple, on n'a pas été confronté au fameux panneau chien interdit. On va dire que dans le Puy-de-Dôme, on voulait faire le Puy de Sancy. Donc le Puy-de-Dôme, on était en février, hein, bien de la neige et tout. Oui, bon, Et ça devait être donc joli. j'ai appelé. C'était très joli, mais par contre, on pouvait pas accéder partout. Sauf que nous, bah, la neige dans le sud, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Donc du coup, on n'a pas pris trop ça en compte. On s'est dit, vas-y, on veut monter au Puy de Sancy. Donc j'ai appelé l'office du tourisme pour savoir parce qu'il y a un GR qui passe dans une réserve naturelle qui n'est pas autorisée aux chiens. Donc du coup je leur ai appelé pour savoir, enfin je les ai appelés pour savoir s'ils pouvaient venir avec nous. La réceptionniste nous a dit et vous êtes équipés pour aller jusqu'au but de Sancy? Bah oui, on a des chaussures de rando et des bâtons. Elle m'a dit ah non, il faut des piolets. Ah. Ah bon. Alors du coup et elle m'a dit et je lui ai dit mais on a des chiens. Elle m'a dit ah bah non, non non. Mais en saison sans neige, on peut accéder au puits de Sancy avec son chien. Donc, va falloir y retourner. Oui, ça, avec ou sans chien, de toute façon, quand c'est pour des expéditions de ce type, faut quand même bien se renseigner, ne pas se mettre en danger pour des randos, quoi. Exactement. En fait, ouais, c'est ça. Quand on part en hiver à la montagne, il faut faire hyper attention de ne pas se mettre en danger. C'est exactement les termes que tu as dit. Ils sont très bien choisis parce que, notamment quand la neige commence à fondre, on a eu l'expérience au mois d'avril en l'Ariège. On voulait faire les étangs de Forclaz, ça s'appelle. Et on a commencé à monter et la neige a fondu et on avançait avec nos bâtons. Et là, le bâton, il s'est complètement enfoncé à 1 mètre au moins. Et alors, je me rappelle plus le nom exact. Je crois que ça s'appelle des névés. C'est des trous qui sont sous la neige. Donc, la neige, elle forme un bloc. Donc, tu as l'impression que c'est lisse. Et par contre, quand tu marches dedans, bah, tu peux tomber dans un trou. Donc c'est hyper dangereux. Et vu qu'on avait quand même les chiens et que nous, on n'avait pas non plus envie de tomber dans un trou, hein, forcément, on a préféré faire demi-tour. Donc c'est bien que tu en parles parce qu'il faut en parler de ce genre de choses. Faut toujours privilégier la sécurité et pas partir en se disant je veux le faire, je vais jusqu'au bout, je suis pas loin et tout. Non, non, là on était à quelques kilomètres. On a dit on fait demi-tour, on prend pas le risque. Oui, et puis au-delà de se dire, voilà, je veux y arriver, etc., je pense que souvent, quand on n'est pas beaucoup confronté à la montagne, on n'a pas forcément cette notion de danger et à quel point ça peut l'être, en fait. Et voilà, de bien se renseigner en amont, comme tu le disais, d'appeler les offices de tourisme, c'est vraiment nécessaire parce que tu peux avoir des surprises comme là tu as eu et pas hésiter à faire demi-tour et se dire, bah tant pis, on reportera à la prochaine fois quand les conditions météorologiques le permettront. Exactement. Comme la météo aussi, ça change hyper vite. Quand on est monté en Ariège, l'Ariège, je te jure, ça a été le truc où on a eu le plus d'expérience, qui nous ont aidés du coup, qui vont nous aider du coup pour nos futures escapades à la montagne. Mais la météo, elle change à une vitesse. T'arrives, il fait grand soleil, à peine tu t'assois pour pique-niquer, t'as un nuage énorme qui arrive. Donc, il faut être vraiment prudent en fait, pas prendre de risques. Complètement, complètement. Merci pour ce point super important. Et si on retourne plutôt sur le côté logement Airbnb, est-ce que tu as des astuces à partager pour trouver le bon logement accessible aux chiens? Alors oui, il y en a plusieurs. Donc déjà, j'aimerais bien donner une astuce pour payer moins cher, si ça t'intéresse. Ah, complètement, je pense que ça nous intéresse tous. Le Airbnb, c'est plus cher qu'un camping, plus cher que l'hôtel, tout ça. Mais il y a une petite combine qui fait que si on réserve pendant plus de 28 jours consécutifs, tu peux avoir une remise. Donc cette remise, suivant les propriétaires, elle peut aller donc, je crois que ça commence à 10-15% sur le mois, et ça peut aller jusqu'à 70%. Par exemple, quand on est parti en Ariège, on a eu 70% de remise par rapport à si on avait pris 4 semaines séparées. Donc ça, c'est ce qui nous a un peu poussé aussi à partir, quitte à payer un loyer à un endroit, autant en payer plusieurs partout. Et en plus, ça fait faire des économies. Ensuite, par rapport aux chiens spécifiquement, dans les premiers temps, on choisissait uniquement des logements qui acceptaient les chiens. Donc sur Airbnb, tu as la petite case
Tu peux mettre chien accepté, tu marques combien de chiens tu as. Donc, je crois que la limite que tu peux mettre sur le site Airbnb, c'est 3 ou 2. Donc, je crois que c'est Ah, je 2. savais pas Tu peux qu'il y avait mettre une 2 chiens limite. maximum. Alors, il y a une limite sur le site Airbnb. Après, ils te disent que si tu as plus de 2 chiens, il faut discuter avec les propriétaires pour voir s'ils sont d'accord ou pas. Mais Airbnb, lui, il te propose 2 chiens maximum. Et d'ailleurs, c'est super bien fait comment ils ont modifié leurs termes de recherche, puisque maintenant c'est plus un filtre avec animaux ou quoi, c'est vraiment dès que tu recherches un lieu, tu mets le nombre d'humains et le nombre d'animaux si t'en as. Et enfin, je trouve ça beaucoup plus pertinent, quoi, parce qu'avant tu pouvais mettre le nombre d'enfants, le nombre d'humains. Bah oui, mais ton animal il fait partie de la famille, c'est pas seulement une option, quoi. Donc je trouve ça. Et même pour retrouver des lieux, c'est quand même plus simple. Donc bon point pour Airbnb. Ah oui, carrément. C'est vrai que sur ça, ils ont même fait toute une page d'aide par rapport aux animaux. Ils sont vraiment pris en compte que le chien n'était, comme tu dis, pas une option, mais bien un membre à part entière de la famille. Et c'est vraiment bien fait. Quand on a commencé, ça y était pas, ça, cette option. Ça s'est mis au fil du temps. Donc c'est très très bien. On a toujours choisi des logements qui acceptaient les chiens, donc avec ce fameux filtre. Et dans nos échanges, on mentionnait toujours qu'on en avait 2, parce que même si les logements acceptent les chiens, on trouvait ça plus respectueux envers les propriétaires de leur stipuler qu'on venait avec eux. C'est pas parce qu'ils acceptent qu'on arrive, on débarque, on a 2 chiens, t'as pas le choix. Et on faisait une annonce pas en disant bonjour, on a un chien de 6 kilos et un chien de 15 kilos. Ça, c'est une annonce que je ne conseille pas parce que les gens ils vont dire oula, ça, ou même si vous avez un chien de 40 kilos, ils vont faire oula, il y a un gros chien et tout, je le prends pas. Non, il faut vraiment tourner son annonce pour essayer de vendre comme quoi les chiens ils sont super. Nous on dit on a un petit pincher nain en plus c'est vraiment, ça veut rien dire, Il mais rentre dans la on le poche. dit quand même. Voilà, un petit pincher nain et une border collie. En plus, border collie, tu vois, ça fait bien. Ils sont très bien éduqués. On a suivi des cours d'éducation. On a déjà fait ça plusieurs fois. On n'a jamais eu de problème. Bref, on a vraiment tourné notre annonce à leur avantage à eux. Et on a essuyé un seul refus depuis parce que la dame, elle voulait pas de gros chiens. Alors pour elle, un border collie, c'est un gros chien, faut dire. Je pense que plus de 10 kilos pour elle, c'est trop gros. Donc c'est le seul refus qu'on a eu. Donc on s'est dit, bah tant pis. Et ensuite, par contre, ça a super bien découlé. Et vu qu'on a voyagé du coup pendant 7 mois, on a 7 avis qui mentionnent comme quoi nos chiens sont propres, gentils, sages, qu'on a rendu les logements impeccables. Donc c'est tout ça, c'est stipulé dans les avis. Et là, pour notre mois d'octobre, qu'on a déjà réservé, on a pu enlever le filtre animaux acceptés. On a écrit à une dame qui, à la base, n'acceptait pas les chiens. Et on lui a dit, on l'a invité en fait à lire les commentaires qu'on avait sur notre profil Airbnb. Et elle a dit, bah, au vu des commentaires que vous avez, qui sont positifs sur vos chiens et tout, il n'y a pas de souci pour moi, vous pouvez venir. Alors qu'à la base, elle n'acceptait pas. C'est pour ça que si jamais tu fais un voyage Airbnb avec ton chien, n'hésite vraiment pas à leur demander par la suite, mettez-moi un avis comme quoi mon chien était cool, quoi. Ça va aider pour la suite, en fait, pour la suite des logements. Et puis ça aidera tout le monde au final, puisque tu vends, entre guillemets, à des autres le fait que tu puisses venir avec ton chien, et limite tu vas les convertir à devenir dog friendly en fait. Exactement. C'est un petit peu notre but aussi. On veut vraiment changer l'image de certaines personnes. Parce que bon, l'image en France aujourd'hui, elle est quand même plutôt bonne. Il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent que les chiens maintenant, ils sont, et puis surtout les propriétaires, quoi, qui sont hyper respectueux, les chiens sont éduqués et tout. Et on veut changer l'image de personnes qui sont encore réticentes à accepter les chiens pour montrer que, bah, ils sont tout beaux, ils sont tout gentils, quoi, comme on a dit tout à l'heure. Et est-ce que tu as d'autres astuces dans ce sens pour trouver des Airbnb accessibles aux chiens? Ou pour économiser? On a été face à un autre cas de figure, c'est-à-dire que les chiens étaient autorisés avec un supplément. Ils mettent comme quoi les animaux de compagnie sont autorisés et dans la petite description, ils mettent chien autorisé à X euros par jour et par chien. Donc, bah, c'était notre logement dans le Puy-de-Dôme. Donc, pendant 30 jours, ça fait quand même 300 euros de plus. Hein, donc, au début, on s'est dit, on va pas aller chez lui parce que bah, c'était trop cher. Et finalement, bah, on a tellement galéré à trouver pour le mois de février qu'on a dit, écoute, on tente le tout pour le tout, on lui écrit.
Et étant donné qu'on a réservé pour une période, donc, bon, 28 jours, hein, février, assez longue, eh ben, il a dit, je vous offre les chiens. Donc, si jamais tu réserves pour une période suffisamment longue, je pense qu'il y a moyen de négocier. Ou même si tu réserves pour plusieurs chiens, en fait, je pense que les propriétaires Airbnb, ils sont pas réticents. En fait, ils mettent des conditions pour trier les premières personnes. Mais si jamais on leur écrit par message, on peut essayer de les convaincre. Ça, je suis persuadée. Tout le monde peut être convaincu. Il suffit de choisir donc les bons mots et de formuler correctement la chose. Après, il y a des gens qui sont forcément totalement réfractaires, mais il y a toujours moyen de tenter la négociation. C'est ça, bah c'est ça, l'échange humain, y a rien de mieux et de plus efficace, mais par contre, de dire ce qu'on fait, c'est encore mieux. C'est-à-dire, si tu dis que ton chien est sage, propre, pas destructeur, bah tu viens avec un chien sage, propre et pas destructeur, quoi. Exactement. Alors ça, surtout, faut surtout pas mentir, parce que bah ils vont le savoir hein, déjà. Vous dites mon chien est propre, je suis moi-même très propre, et que le propriétaire il se retrouve avec des crottes dans son jardin, des poils partout et un canapé arraché. Là, la vision qu'ils ont du chien, elle va prendre un sacré coup, quoi. C'est ça. Ok, trop bien. Bah merci pour ces astuces qui sont très précieuses, je pense, et on devrait tous les connaître. Donc, tu réserves au mois pour faire des économies, tu demandes des commentaires, notamment sur tes chiens positifs si l'expérience a été positive, et comme ça te permet de pouvoir aller voir d'autres personnes qui à la base n'étaient pas tolérées aux chiens si tu galères à trouver quelque chose de dog friendly à la base sur Airbnb. Et ensuite, tu rajoutes sur Twip parce que c'était dog friendly. C'est tout bon, c'est exactement ça. Super. Est-ce que vous avez été face à des difficultés dans ce nouveau mode de vie, que ce soit donc pour vous au travers de vos voyages ou pour vos chiens au niveau de leur capacité d'adaptation, de changement, etc. Dans notre vie professionnelle, ça a fait un petit changement, notamment au niveau du démarchage client, parce que vu qu'on bouge tout le temps, ben, on pouvait pas rencontrer nos clients. Donc il y en a certains qui sont pas encore totalement digitalisés, bah, ça les a un petit peu freinés. Donc soit ils n'ont pas accepté notre collaboration, soit ils l'ont stoppé. Bon, c'est pas une généralité, mais bon, ça a quand même fait partie. Ensuite, au niveau des chiens, donc ce qui nous a un peu freiné, notamment dans les activités, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, c'est un peu la réactivité de Murphy vers ses congénères. Donc on choisit des endroits qui ne sont pas forcément très fréquentés par des chiens, ou s'il y a trop de chiens, bah, on préfère demi-tour plutôt que de le mettre en échec. Et ensuite, le dernier point, c'est la taille et le poids de Pixel. Bon, alors, c'est vraiment pas un grand chien, hein, pourtant, hein, elle fait 15 kilos pour 52 centimètres, c'est pas un gros chien. Mais par exemple, pour la grotte qu'on a visitée dans l'Ain, c'est pas du tout possible de la prendre. Pas du tout. Je peux pas porter 15 kilos à bout de bras, ni dans un sac à dos, puis même pour elle. C'est pas agréable. Donc ça, c'est un petit problème. Donc c'est plus voilà en quoi vos chiens ont pu freiner ou plus pas freiner mais plutôt modifier votre voyage. Par rapport à la réactivité de l'un et la taille de l'autre. C'est important de le souligner parce que pour les personnes qui n'ont pas encore de chien, qui aimeraient en adopter mais qui veulent continuer de voyager, c'est quelque chose à prendre en compte. La taille d'un animal peut freiner encore aujourd'hui. Son caractère aussi, c'est s'il est réactif, s'il est chasseur, s'il est destructeur, s'il aboie, etc. Et donc c'est vraiment important de le souligner pour la suite, puisque quand tu adoptes un animal, c'est pour tout le long de sa vie et aussi pour ce que tu as envie de faire avec lui. Et du coup, au niveau plutôt de tes chiens, est-ce que ça a remis en question beaucoup de choses pour eux au niveau du fait d'être toujours mobile, de changer régulièrement de repères? Enfin, vous partez quand même à chaque fois au mois, donc ils ont quand même le temps de trouver leur équilibre, je pense. Mais est-ce que voilà, de changer régulièrement de maison, ça a été quelque chose à mettre en place, tu vois? Est-ce qu'ils ont eu des difficultés par rapport à ça? Alors le premier mois, quand on est parti, en fait, ils ont pensé, j'ai l'impression qu'ils ont cru qu'ils étaient en vacances, parce que quand même depuis toujours, on a toujours bougé, que ce soit avec le van ou avant, on allait à droite, à gauche. Enfin, on est quand même pas très, même avant, on n'était pas très sédentaire quand même. Donc on les a toujours emmenés partout. Et le premier mois,
Je pense qu'ils se sont dit, cool, on part en vacances. Parce que pendant une semaine, ils étaient vraiment super contents. Enfin, je sais pas si ton chien il fait pareil, mais il est bien quand ils sont en vacances, ils sont un petit peu euphoriques les premiers jours de découvrir plein de nouvelles odeurs et tout. Et puis, même ils ont peut-être un peu de mal à se poser, même s'ils ont leur panier et tout. Et au bout d'une semaine, il y a eu un petit changement dans leur caractère, du genre, mais quand est-ce qu'on rentre? Ils avaient plus cette euphorie qu'ils avaient la première semaine, donc ils ont commencé à prendre leurs habitudes à se caler, à dormir plus, pas à vouloir être en mode je fais tout le temps vite comme quand on part en vacances pendant une semaine, bah on va pas passer une semaine, on va pas passer la moitié de la journée sur l'ordinateur à bosser. Non, on va profiter, on va sortir tout le temps. Et ben vu que nous c'était notre nouveau mode de vie, bah on a reproduit ce qu'on faisait chez nous, mais là-bas. Donc, du coup, la première semaine, ils étaient complètement actifs, surexcités. Et la deuxième semaine, ils se sont peut-être habitués au fait que on n'allait pas partir. C'est assez difficile à expliquer, mais ça Et ça a été uniquement sur le premier logement. uniquement sur le premier logement. Après, quand on est arrivé dans les autres, ton panier est là, ok, je dors là, voilà. Oui, donc au final, ils ont peut-être eu besoin d'une semaine pour s'adapter, parce qu'au final, le fait de ne pas se poser peut être aussi un signal de stress, tu vois, enfin pas forcément de stress, mais de se dire, ok, c'est bizarre, je peux pas vraiment me poser parce que bah on n'est pas vraiment à la maison, et au final, enfin, je trouve ça assez génial qu'en seulement une semaine, ils aient pu comprendre que, ok, on change de maison, mais voilà, maintenant c'est ça ma routine et c'est ok. Je sais pas s'ils l'ont compris vraiment en une semaine, mais on va dire que j'ai pas ressenti la même chose. Alors peut-être que c'était notre état d'esprit à nous aussi qui a été pris en compte, vu que c'était nous aussi, on était quand même un peu excités, euphoriques, et puis un peu stressés aussi de changer de vie. Donc peut-être que ça a influé sur sur leur façon d'être. Et vu qu'après nous, on a trouvé un certain rythme au niveau des balades, des randos, du travail, tout ça, et ben ils ont pris ce move en fait. Ils ont suivi notre rythme. Après, ils se sont peut-être aussi bien adaptés parce qu'on a gardé leurs mêmes habitudes entre guillemets. On a ramené leur panier à eux, on n'a pas acheté de nouveau, donc ils avaient déjà leurs odeurs. On a ramené leurs jouets, on a gardé bon les mêmes croquettes. Bon, ils mangent pas à des heures similaires, mais je veux dire, on a gardé un peu notre rituel qu'on avait avec eux. Donc peut-être que ça les a aidés aussi à se sentir chez eux partout. Par exemple, Murphy, euh, il monte sur le canapé. J'assume, hein, c'est un choix qu'on a fait depuis le début. Il monte sur le canapé, il dort sur le canapé, il vit sur le canapé. Donc du coup, on lui a pas changé cette habitude-là pour pas non plus le stresser davantage, parce que si du jour au lendemain on lui interdit le canapé, il va pas comprendre. Donc plutôt que de l'interdire ou de potentiellement salir trop le canapé, on investit dans une protection spéciale canapé. Étant donné qu'il passe sa vie dessus, partout où on va, on a notre protection, paf, on la pose et voilà. Murphy peut aller sur son canapé tranquille. On n'a pas de problème de poils qui s'incrustent dans le canapé parce que bah, c'est sûr que s'il y a des personnes en Airbnb qui viennent après nous, qui aiment pas trop les chiens et tout, et qui a plein de poils sur le canapé parce qu'il faut se l'avouer, c'est une galère monstre à les enlever. C'est pas hyper agréable. Donc pour que ce soit agréable pour tout le monde, aussi bien pour lui que pour nous, que pour les futurs locataires, la protection de canapé, ça a été un de nos premiers investissements. Ouais, trop bien, et ça permet de continuer de respecter les lieux où tu vas. Bah super conseil encore. T'es vraiment l'expert du Airbnb avec son animal, j'adore. Ah, ça y est, on est passé au cap expert. Génial. Écoute, je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser sur toutes ces thématiques. C'était vraiment trop intéressant. Merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'aurait pas encore parlé que tu aurais envie de partager ici? Bah, écoute, si j'ai un dernier conseil à te donner, puis à toutes les personnes qui t'écoutent, bah, c'est qu'il faut vraiment suivre ses envies, poursuivre ses rêves, même si parfois on se met des barrières parce que bah on est dans une période difficile, notre travail nous plaît pas, notre vie nous plaît pas, en fait. C'est exactement ce qu'on a eu. Notre vie ne nous plaisait plus. Eh bien, il faut prendre le risque parce que finalement, même si au début c'est difficile, on peut se retrouver face à certaines contraintes et tout, mais l'aventure, elle en vaut tellement la peine que aujourd'hui, bah, je pense même plus aux craintes que j'ai eues quand on a tout quitté. Aujourd'hui, je vis pleinement notre aventure, Tristan aussi, les chiens aussi. On est vraiment à fond dans notre truc. Et je pense que si on n'avait pas pris ce petit risque, on serait toujours dans notre vie qui nous convenait pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre des risques pour changer votre vie et en faire
faire la vie que vous avez envie, quoi. Faut bouger. Merci beaucoup pour ces mots. J'aurais pas dit mieux, hein, parce que on a vécu aussi la même expérience avec Twip, etc. Donc merci beaucoup, merci pour ce chouette moment et pour tous ces conseils. Et bah, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Bah écoute, avec plaisir. C'était vraiment sympa d'échanger avec toi. Et puis, bah, je te souhaite une belle journée à toi aussi et à très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.